Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de ce 19h. Voici le sommaire. Audience ce jeudi au Palais de la Marina, le chef de l'État Patrice Talon a reçu les jeunes promoteurs de la société Atigan Solutions. Il entend accompagner le projet des jumeaux Francis et Franck Zanhoudaro sur le dernier modèle du foyer Atigan qui doit être industrialisé. Le Conseil des ministres du mercredi 16 juin 2021 a décidé de démolir les résidences universitaires KISS et Hassan II pour plusieurs raisons, notamment la vétusté des 10 bâtiments qui n'offrent plus une sécurité aux usagers du campus d'Abomey-Calavi. La rédaction y a consacré un mini-magazine à ce sujet. Précision à suivre dans un instant. Et puis, célébration de la journée de l'enfant africain, on en parle encore. Glazoué, dans la commune de Dassa, a accueilli plusieurs délégations, de même que des ONG œuvrant dans ce sens. Voilà pour le sommaire. Nous démarrons cette édition au Palais de la Marina où le président Patrice Talon a reçu en audience ce jeudi les jeunes promoteurs de la société Atigan Solutions. Le chef de l'État entend accompagner donc le projet des jumeaux Francis et Franck Zanhoudaro pour le dernier modèle du foyer Atigan qui doit être industrialisé. On écoute respectivement les promoteurs de la société Atigan suivis du secrétaire général adjoint du gouvernement à la fin de l'audience. Il faut dire que la substance même, c'est qu'aujourd'hui, l'État veut accompagner l'installation de l'industrie qui va produire les foyers Atigan. L'État rentre en capital avec un privé pour apporter un financement pour qu'on puisse valoriser une innovation béninoise. Une idée qui a germé, où il y a eu création d'un prototype, après amélioration, on a aujourd'hui un modèle peaufiné que l'État veut entrer en partenariat avec un privé pour l'installation d'une usine pour rendre les foyers disponibles aux Béninois et au monde entier. Ce modèle qu'on vient de présenter, c'est le EcoCooker Monoplace F1. L'industrie de Atigan aura à faire des foyers EcoCooker Monoplace F1, des foyers triplex. Aujourd'hui, Atigan est en train de faire ses preuves dans les cantines scolaires où il installe des foyers conçus spécialement pour les cantines scolaires et ce projet est financé par la Banque mondiale sous le projet ACES. Donc bientôt, toutes les cantines du Bénin, au moins 1000 cantines, auront les foyers Atigan qu'ils utiliseront pour éviter de mettre la pression ou bien de faire de la pression sur nos forêts pour la cuisine dans les cantines. D'abord, je ne sais pas si nos amis vous ont dit qu'ils ont déjà été reçus par le président Patrice Talon il y a 4 ans, et soucieux de savoir ce qu'est devenue l'entreprise, parce que c'est des têtes ou des idées fourmillent au quotidien, soucieux de savoir ce que c'est devenu. À la suite de la première rencontre et des conseils qu'il a pu leur prodiguer, il a décidé de les recevoir à nouveau pour voir où est-ce qu'ils en étaient. Et je peux vous dire que le chef de l'État a été émerveillé de voir que depuis lors, les jeunes gens ne sont pas allés dormir sur leur laurier. Il les avait aidés à prospecter un peu le monde pour voir qu'est-ce qui se fait de mieux dans le domaine. Et ils ont été édifiés eux-mêmes par leur voyage. Ils ont donc apporté des améliorations substantielles à leurs produits. Ce qui a été décidé aujourd'hui, c'est qu'il faut indiquer que dans le cadre du programme social du gouvernement pour la période 21-26, le candidat Patrice Talon avait indiqué que l'État ferait son retour massif dans le secteur des industries, soit en portant seul des initiatives, soit avec des privés, en mettant de l'argent de l'État, marquer sa présence et lancer résolument le tissu industriel dans notre pays. Et donc ce projet-là, avec nos amis de Foyer Atigan, est apparu comme un projet éligible à cet aspect du programme de retour massif de l'État dans la promotion de l'industrie. Voilà pourquoi le chef de l'État leur a dit que, en dehors de ce qu'il pourrait leur apporter à titre personnel, il engagerait l'État. Le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale a effectué ce vendredi
Pour le compte de la troisième journée de sa tournée de prise de contact, une descente à la Société de gestion des marchés, SOGEMA, et à l'Inspection générale des affaires administratives de structures sous sa tutelle, où Raphaël Akoteyon a pu s'enquérir des conditions de travail des agents. Elie Adjiran. C'est une descente de l'autorité gouvernementale en charge de la décentralisation et de la gouvernance locale dans quelques structures sous tutelle de son département ministériel. La Société de gestion des marchés autonomes, SOGEMA, est la première structure à recevoir la visite du ministre Raphaël Akoteyon et sa délégation pour le compte de la troisième journée de cette tournée de prise de contact. Nous sommes autonomes, nous ne bénéficions pas de la subvention de l'État. Et nous consommons ce que nous cultivons. Et donc, voilà un peu le fonctionnement de la SOGEMA. Et sous la rupture, nous avons la chance, j'allais dire, que le gouvernement de la rupture a pris en charge la reconstruction des marchés, notamment les marchés qui sont gérés par la SOGEMA, dont le marché d'Antopa, le marché PK3, le marché Gary, etc. Donc, sinon, de par le passé, c'est la SOGEMA qui s'occupait donc de l'assainissement des marchés, de la reconstruction donc des marchés. Et sous la rupture, le gouvernement a pris en charge donc la reconstruction de ces marchés à travers le ministère cadre de vie. Et nous sommes les bénéficiaires, donc on attend la fin donc des travaux pour changer de vêtements. Comme il se doit, nous devons prendre connaissance de toutes les structures qui sont sous la tutelle du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, nous enquérir, disons, de leurs problèmes et nous employer à apporter des solutions à cela. Il y va, disons, de la bonne gouvernance de notre pays, tant prônée par le gouvernement, notamment par son chef, le président de la République, le président Patrice Talon. Une visite guidée des locaux a permis à l'autorité ministérielle de toucher du doigt les conditions de travail des agents afin de prendre des mesures idoines. Après la SOGEMA, cap a été mis sur l'Inspection générale des affaires administratives pour le même exercice. Cette visite que vous avez entreprise depuis quelques jours et qui s'achève par nos structures est une marque d'attachement que vous voulez imprimer en ce qui concerne le bon fonctionnement des structures. Et votre présence ici dans notre structure permettra de prendre appui sur le fonctionnement de l'inspection, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés et sans doute les perspectives pour trouver des solutions. Étant chargé de l'inspection générale des affaires administratives, je peux dire que c'est le point névralgique même, disons, du ministère. Parce que vous êtes amené, grâce au travail de coordination que vous faites de l'équipe dynamique d'inspecteurs à votre disposition, vous avez dit qu'il y en a une douzaine. Donc j'imagine que certainement, si c'est une répartition par département administratif, ou si c'est une coïncidence, en tout cas, j'imagine la charge de travail au niveau de chaque inspecteur. Toujours est-il que je ne peux que vous encourager à bien faire votre travail et vous signaler que je suis à votre disposition pour, disons, toute sollicitude éventuelle. À la fin de cette visite guidée des différentes structures sous tutelle de son département ministériel, Raphaël Akoteyon repart satisfait, tout en rassurant les uns les autres que les doléances recueillies sur le terrain feront objet d'études pour une bonne performance des services déconcentrés de l'État. Lancement ce jeudi de l'ouvrage Oui à l'appel de la patrie à Cotonou. C'est une œuvre des éléments de la promotion Victoire du 16 janvier 1977 sur l'impérialisme international du camp militaire de Ouidah. À travers ce document, cette promotion offre aux générations actuelles et futures son expérience de service civique, patriotique, idéologique et militaire. Reportage.
L'agression armée impérialiste du 16 janvier 1977 a été l'événement majeur qui marque le passage de la 3e promotion pour le service civique, patriotique, idéologique au camp militaire de Ouidah. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu le nom de promotion Victoire du 16 janvier 1977 sur l'impérialisme international. J'ai été frappé le jour de l'agression. Ils étaient tous au rendez-vous. C'est pas possible. Alors que la promotion n'était pas si loin, je prends le MAS 106, quelques cartouches, je dis file. Je lui montre comment il va manipuler l'arme, je dis file. Ils sont partis s'aligner et se sont mis à tirer. L'ennemi d'en face, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il n'a pas prévu tant de cartouches en l'air. Donc, c'est ça surtout qui a fait fuir les mercenaires. Les soldats et soldates de cette promotion ont pris sur eux la responsabilité de présenter l'expérience de vie commune et les événements exceptionnels qu'ils ont vécus ensemble pendant plus d'une année. Ceci dans un livre intitulé « Oui à l'appel de la patrie », plus de 4 décennies après la fin de leur service civique national. Aucun livre d'histoire ne donnera de cette expérience un compte rendu aussi précis et complet que les témoignages écrits des assujettis et les résultats d'enquête auprès de leurs formateurs. Oui à l'appel de la patrie se veut une boussole pour les générations actuelles et futures et une invite pour l'institution progressive du service civique national pour les jeunes. Si de manière individuelle, les jeunes peuvent y puiser des modèles de conduite honorable à travers certains témoignages d'assujettis, les gouvernants d'aujourd'hui pourront y trouver quelques pistes de réflexion sur l'enracinement d'une véritable conscience nationale. Ousmane Batoko, membre de la promotion Victoire et parrain de l'événement, se réjouit de l'aboutissement de ce projet. Occasion pour lui de plaider pour que la jeune génération soit formée dans la modestie, dans l'humilité, dans les privations, dans l'endurance physique, avec un esprit de camaraderie et surtout de solidarité. Se réveiller tous les jours à 4 h du matin, sauf le dimanche, pour les corvées collectives d'eau, de bois de feu, le son des tirs au pistolet ou à la kalachnikov, le bruit et les secousses des tirs à la mitrailleuse ou au mortier, c'est cela qui doit faire la jeunesse d'aujourd'hui et l'homme de demain. Aussi conviendrait-il que tout soit fait pour une restauration intelligente et intelligible du service civique, patriotique et militaire dans notre pays. La cérémonie a connu la présence des éléments de cette promotion, des personnalités à divers niveaux. Elle s'est achevée par la vente et la remise de l'ouvrage aux responsables d'institutions et de ministères. Pour le collectif de la promotion Victoire, l'aventure n'a pas été vaine. On parle à présent de la séance de travail qui a eu lieu ce jeudi entre le gestionnaire mandataire de l'ANIP, Cyril Goubechi, et les missions consulaires accréditées au Bénin. Objectif, discuter autour des réformes en matière d'identification personnelle délivrées par la structure. Suivez. Un atelier d'impréhension des missions consulaires accréditées au Bénin sur les documents d'identification délivrés par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Le gestionnaire mandataire associe tous les acteurs pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement, assoit un système de l'état civil d'identification fiable de sécurité au plan statistique, bref, lutter contre la fraude. Ce mécanisme d'alerte contre la fraude en matière d'identité va prendre de relief les prochains jours, les prochaines semaines. Et donc, quand il y a un cas de fraude détecté dans le système, exemple, un cas de fraude détecté dans un dossier de demande de visa au niveau de vos services, l'information est remontée sur un forum où tout le monde prend en charge la question et on traque, on identifie l'auteur de la fraude et tout le système est informé. L'élément de fraude, l'élément matériel de fraude est diffusé. Ça va servir de leçon à nous tous et ça nous permet également d'appréhender les formes de fraude dans ces méandres les plus insoupçonnés.
Plusieurs communications ont meublé cette rencontre. Selon les responsables, il ressort que l'ANIP a une base juridique et est une institution de l'État qui a pour mission essentielle de moderniser, de dématérialiser l'État civil et de lutter pour qu'il n'y ait plus jamais des sans-papiers au Bénin. Quelle est la réponse que nous apportons à nos compatriotes qui veulent se mettre à jour et qui sont dans leur pays? Comme je l'ai dit pour la juridiction française, nous avons un calendrier pour implanter le système à Beijing, au Japon, aux États-Unis, au Congo, au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Nigeria avant le 15 juillet. Ça, c'est les juridictions concernées pour la première période. Et nous allons poursuivre jusqu'au 31 juillet. Il sera possible de faire le RAVIP dans les services consulaires du Bénin à l'étranger, partout dans le monde. S'il y a un poste consulaire du Bénin à l'étranger, le poste sera capable d'enrôler le Béninois au registre national des personnes physiques. Les participants sont repartis aguerris et satisfaits des réformes en matière d'identification des personnes physiques au Bénin. Le Conseil des ministres de ce mercredi 16 juin 2021 a décidé de démolir les résidences universitaires KISS et Hassan II pour plusieurs raisons, notamment la vétusté des 10 bâtiments qui n'offrent plus une sécurité aux apprenants et aux usagers du campus Thabo Mekalavi. Comment les étudiants résidents accueillent-ils cette décision et quelles sont les dispositions prises par les autorités du campus? Réponse dans ce magazine que nous propose Stanislas Atandeyan. Voici les 2 résidences universitaires ayant fait objet de communication en Conseil des ministres ce mercredi 16 juin 2021. Il s'agit respectivement des résidences universitaires Kim Il-sung KISS et Hassan II. Érigées depuis des années sur le campus Thabo Mekalavi, il est décidé que ces bâtiments seront démolis pour plusieurs raisons. L'état de ces bâtiments n'offre plus de garanties optimales d'habitabilité, ce qui avait amené l'administration à prendre des précautions d'ordre sécuritaire en les mettant en observation. Ça fait plus d'une décennie que ces bâtiments n'ont plus jamais été occupés. Le COUS n'a plus jamais attribué des lits aux étudiants dans ces bâtiments. Donc ce sont des bâtiments qui sont squattés. Aujourd'hui, je peux vous dire que personne ne peut répondre de ceux qui y habitent. Il n'y a pas que des étudiants, il y a plein d'autres individus non identifiés qui sont venus occuper illégalement ces bâtiments qui constituent aujourd'hui des poches d'insécurité sur le campus. Donc nous saluons la décision du gouvernement et cette décision n'a pas été prise du jour au lendemain. Pour raison d'ordre sécuritaire, il faut donc prendre des mesures fortes. Malgré l'état de ces bâtiments qui n'offraient plus de garanties optimales d'habitabilité, certains étudiants trouvent toujours du confort à s'installer. Ce bâtiment est un bâtiment qui nous aide à se loger ici, mais c'est un bâtiment aussi qui compte au moins 500 étudiants. Nous sommes incapables de payer les loyers, c'est pourquoi on est là par exemple. Moi qui suis dedans vous, j'ai 13,31 au bac, c'est le bac A2 j'ai. Donc mention assez bien, je ne gagne rien chez l'État. Emilien est un résident du bâtiment KISS, un bâtiment abandonné et qui laisse à désirer pas d'eau, pas d'électricité, des fenêtres presque inexistantes, des portes soutenues par des briques, bref, un environnement qui ne répond pas aux normes sanitaires ni de sécurité. Conscient des risques, cet apprenant dit n'avoir pas le choix. C'est parce que nous n'avons plus d'autres, nous n'avons pas le choix, nous n'avons plus d'autres moyens, alors qu'on est censé, alors que jusque là on a fait des études pendant minimum 13 ans et 3 ans pour poursuivre les 3 ans, avoir au moins la licence. C'est pourquoi nous avons choisi de vivre cette vie. À plusieurs reprises, nous avons sensibilisé les étudiants que pour leur propre sécurité, on devait vider ces bâtiments. Nous avons fait fermer le bâtiment KISS. On a soudé les grilles pour empêcher que des individus que nous connaissons viennent défoncer ces bâtiments. On a fait intervenir la force de l'ordre
toujours pour préserver la sécurité des usagers de l'université, mais rien n'y fit. Donc il y a eu beaucoup d'actions à l'endroit des étudiants par rapport à ces bâtiments, ne serait-ce que pour leur sécurité. Des étudiants résidents partagés entre espoir et désespoir. Mais la grande question, que font les responsables du bureau directeur du comité des résidents BDCR et comment ont-ils apprécié la décision? Louis Avokpo, le secrétaire général de cette institution, répond. Le BDCR a milité pour que le bureau exécutif fédéral puisse envoyer un projet de construction des bâtiments, de nouveaux bâtiments qui pourront servir de résidence universitaire dans le campus de l'UAC. Et donc cette nouvelle décision de démolition des bâtiments Hassan II et KISS, nous la prenons positivement en ce sens où on suppose quelle est une réponse à ce projet et aussi un début des travaux de construction des nouveaux bâtiments qui serviront de résidence universitaire. Donc démolir, certes, n'est pas démolir pour le faire, démolir pour mettre d'autres bâtiments sur place parce qu'il est à noter que le bâtiment KISS, bien qu'il n'est pas viable, habite quand même des résidents, ceux-là qui n'ont pas eu la chance de se voir hébergés par le consortium des bâtiments ouverts normalement. Et donc, les bâtiments qui démolis et d'autres constructions faites permettront alors de résoudre leurs problèmes à eux et tout ça. Globalement, la décision semble être la bienvenue, partageant les solutions envisagées pour résoudre les difficultés d'hébergement des étudiants sur le campus. Ces résidents se confient aux autorités. Ce que moi je veux du gouvernement, qui ne fasse pas cela en pleine année scolaire. Est-ce que vous voyez? Donc, de nous donner un délai à ce qu'on finisse l'année d'abord, afin qu'ils fassent cela. Mais s'ils peuvent nous trouver un autre appartement et nous allons nous se loger là-bas, ce serait bon. Nous voudrions bien que les bonnes initiatives se prennent pour que les travaux puissent vraiment commencer. Fin juillet, les activités académiques vont finir, de prendre les dispositions pour sortir du bâtiment, pour que ne fassions pas de mauvaise publicité encore pour l'université. Parce qu'ils sont tous conscients de l'état de ces bâtiments-là, donc ils sont conscients de ce que c'est la bonne décision à prendre. Même si le bâtiment Hassan II ne présente pas de dégradation apparente comme celui de KISS, il est cependant soumis à un phénomène vibratoire de plus en plus croissant qui ne permet pas son occupation. Visiblement, aucun étudiant n'a pris le risque de poser sa valise. Bientôt, de nouvelles résidences s'annoncent pour être érigées en vue de régler les questions sociales auxquelles sont confrontés les étudiants de ce haut lieu du savoir. Toujours ce mercredi à Glazoué, cette fois-ci, autorités administratives, enfants, parents et plusieurs ONG, dont celle du village SOS d'Assa, ont célébré la journée de l'enfant africain. Il faut dire que c'est de la cérémonie officielle. Une réflexion a été portée sur le code de l'enfant en République du Bénin, notamment les articles 133, 174 et 178 conformes à l'agenda 2040 portant protection des enfants. Et c'était en présence de l'autorité préfectorale. Suivez. SOS Village d'enfants et le réseau d'ONG intervenant dans la protection des enfants dans le département des Collines, sous l'œil vigilant de l'autorité préfectorale, ont marqué d'une touche spéciale la 31e édition de la journée de l'enfant africain à Glazoué. Placée sous le thème « 30 ans après l'adoption de la charte », accélérons la mise en œuvre de l'agenda 2040 pour une Afrique digne des enfants. Un accent particulier a été mis sur plusieurs articles prévus par le Code de l'enfant et dont leur mise en application peine à être exécutée. L'application de l'article 133 du Code de l'enfant qui stipule. Il est créé dans chaque département des centres d'accueil et de protection de l'enfant compte tenu des besoins de la population et des normes fixées par le ministère en charge de la protection de l'enfant. Ce centre est en outre chargé d'accueillir et d'héberger les enfants de la rue, les enfants maltraités, les enfants rejetés ou abandonnés. L'enfant d'aujourd'hui est le citoyen de demain aussi. Sa survie, sa protection et son développement constituent une préoccupation majeure pour plusieurs organisations non gouvernementales, dont celle SOS Village d'enfants. Et pour ce faire, Plan International Bénin accompagne la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance des Collines pour la célébration de cette journée festive. Nous constatons que dans notre département,
les enfants sont choyés. La direction départementale des affaires sociales et de la microfinance, les centres de promotion sociale, les ONG engagées dans la protection des enfants, tous les jours travaillent les mains dans les mains pour améliorer la situation des enfants. Et c'est le lieu de reconnaître l'effort inlassable que tous ces acteurs déploient au jour le jour pour le bien-être des enfants de notre département. Nous souhaitons que chaque enfant naisse, grandisse en bonne santé, ait accès à une éducation de qualité et vive dans un environnement protecteur. Au-delà de ces droits fondamentaux, le droit à l'identité, le droit à la participation, l'expression, le droit de jouer et de s'amuser sont autant d'activités qui permettent l'épanouissement et l'espoir pour chaque enfant. Au regard de la situation, il est indispensable que tous les acteurs se mettent ensemble pour une synergie d'action afin de briser les barrières qui empêchent la réalisation des droits des enfants. Dans une ambiance de ferveur riche en animation, ces Boutchou ont donné de la voix afin d'attirer l'attention des différents acteurs impliqués dans la protection des droits des enfants et aussi le président de la République, Patrice Talon, pour bénéficier d'un regard bienveillant. Je voudrais du haut de cette tribune faire constater que les dispositions favorables aux enfants prévues par le Code de l'enfant ne sont pas encore toutes mises en œuvre. Les enfants, par ma voix, vous prient de prendre toutes les dispositions en votre capacité pour achever, équiper et rendre fonctionnels les centres d'accueil et de protection des enfants dans chaque département pour le bien-être et l'épanouissement des enfants les plus vulnérables, comme le Code de l'enfant le prescrit. Un plaidoyer qui n'a laissé indifférent la première autorité du département, qui d'ailleurs a rassuré les uns les autres de son implication personnelle afin que le droit des enfants devienne une réalité dans le département des Collines. Je voudrais vous assurer que le gouvernement du président Patrice Talon a à cœur la sauvegarde et le respect des droits des enfants et il y travaille inlassablement. Nous rendons compte acquis de droit et ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que le plaidoyer des enfants se traduise en actions concrètes, tangibles et visibles. À l'occasion de cette journée de l'enfant africain, le centre d'accueil et d'hébergement des enfants abandonnés implanté à Glazoé a été également visité. Un constat amer, on remarque un éléphant blanc délaissé au gré du vent dans la brousse. Des mesures idoines seront prises afin que ce centre renaisse de ses cendres pour le bonheur des enfants du département des Collines, a rassuré le préfet Saliou Odoubou. Et c'est chez ces mots que nous refermons cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. Juste après moi, c'est Romuald Houi que vous retrouverez pour la suite du Grand Soir. Mais n'oubliez pas de retrouver nos programmes sur le www.etelebene.com, sur la chaîne YouTube et la page Facebook également avec Etelebene et l'application Etelebene que vous pouvez télécharger dans votre Play Store. Passez une excellente soirée et un bon week-end en notre campagne.